Alors allergie, ça vient d'où? Ça vient du grec allos, autre, et ergon, action. C'est une autre action. C'est-à-dire que c'est une action anormale de l'organisme par rapport à son environnement extérieur en général, puisque tout ce qui vient de l'extérieur est reconnu comme non-soi par notre organisme. Alors, donc, quelques généralités. La majorité de nos patients nous sont adressés par leur médecin traitant ou par d'autres spécialistes, des ORL, des ophtalmos, des dermatologues essentiellement, des pédiatres éventuellement. Le délai moyen de dépistage d'une allergie est de 7 ans. Où les patients commencent à avoir des symptômes et le moment où ils sont dépistés, 7 ans se passent, 7 ans de perte de temps, parce que on le sait, comme dans toute pathologie, que la prise en charge précoce, c'est quelque chose de très important et surtout pour les allergies, ça évite l'évolution vers l'aggravation. Le temps d'attente moyen pour une consultation en France est de 4 mois. Les délais sont à peu près similaires à d'autres spécialités. Il y a certains médecins qui ont des délais plus courts et d'autres qui ont des délais jusqu'à 1 an. On n'est pas les pires en Europe, puisque je crois que c'est au Danemark, aux Pays-Bas, c'est 1 an également de délai pour une consultation d'allergologie. Quand on sait qu'en général les symptômes sont plutôt aigus, on se pose la question de comment régler ce problème de l'accès aux soins. Dans les autres pays, je ne sais pas, mais en France, on essaye d'y travailler. La durée d'une première consultation est environ de 30 à 45 minutes. Vous voyez que c'est beaucoup plus long que chez un médecin généraliste ou chez un dermatologue ou chez un ophtalmologue. Notre consultation est une consultation générale qui nous oblige à interroger, examiner, faire des tests, etc. Et ça prend un temps relativement important, comme vous pouvez le voir. Voilà une petite... voilà les patients qui sont allergiques au fil d'attente. Et effectivement, on entend souvent râler « Comment en 3 mois pour avoir un rendez-vous? C'est pas du tout normal, etc. » Alors le rhume des foins, c'est ça. C'est une des allergies les plus connues, qu'on appelait autrefois rhume des foins, mais qui est une allergie au pollen. Donc là, je pense que c'est un champ de colza. Le colza n'est d'ailleurs pas un allergène très important, mais bon, ça peut représenter les pollens. Et puis ça peut être ça aussi, ça peut être vraiment un peu l'enfer, avec une impossibilité d'être en contact avec la nature pendant plusieurs mois de l'année. Alors, notre interrogatoire est souvent qualifié de policier, parce que nous allons chercher des informations que les patients ne nous donneraient pas spontanément et dont on a absolument besoin pour faire notre diagnostic. Alors, selon les différentes sources, le temps de parole qui est laissé aux patients varie entre 23 et 92 secondes. C'est-à-dire, vous arrivez dans le cabinet d'un médecin et qui vous dit « Voilà, bonjour, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi venez-vous me voir ?» Et le médecin lui coupe la parole, en général, au bout de 23 secondes. Donc, c'est pas beaucoup, hein. Mais il faut dire que certains patients sont très loquaces et qu'ils divaguent et on s'éloigne du sujet principal de la consultation, et donc c'est pour éviter de perdre du temps, évidemment. Et après, on oriente l'interrogatoire. Alors nous, on doit être un petit peu entre les deux, parce que entre les patients qui nous disent « je viens pour une allergie », oui, très bien. Donc là, le temps de parole est arrêté tout de suite. Ou alors ceux qui commencent à... Je vais vous raconter depuis le début. Ça a commencé quand j'avais 3 ans. Là, on est obligé de couper la parole parce qu'à un moment donné, c'est pas possible. On peut pas leur laisser raconter leur vie. Donc, on a des questions qui sont assez fermées. Hein, c'est oui, c'est non, parce que sinon, ça prendrait un temps encore plus important que ce qu'on a déjà. Alors, quelles questions pose-t-on à nos patients? Évidemment, c'est variable en fonction de la consultation. S'il vient pour une allergie médicamenteuse ou une allergie respiratoire, évidemment, les questions ne seront pas les mêmes. Mais dans les choses les plus habituelles, hein, depuis quand êtes-vous allergique? Quels sont vos symptômes? Quel est l'impact de vos symptômes sur votre qualité de vie? Quel traitement avez-vous pris? Est-ce qu'ils sont efficaces? Et évidemment, on recherche toujours les antécédents familiaux et personnels d'allergie. Vous savez que souvent, il y a une génétique, hein, de l'allergie, et donc c'est pas une transmission comme certaines maladies génétiques que vous connaissez, comme la mucoviscidose ou les myopathies, mais il y a quand même des familles d'allergiques, donc ça se transmet de grand-père à petit-fils, de tante à neveu, de père à fils, etc., etc.
Alors, les questions environnementales, c'est la deuxième partie de notre interrogatoire, avec en particulier les périodes où les patients sont allergiques, parce que les périodes, ça va nous orienter vers les tests que nous avons à faire. Effectivement, si quelqu'un est allergique au mois de mars, avril, ou au mois de juillet, août, ou au mois de décembre, janvier, voilà, en fonction de la région où il vit, l'orientation vers l'allergène, évidemment, est complètement différente. Quel est ou quels sont les facteurs déclenchants des crises? Alors là, les réponses habituelles, c'est le contact avec la poussière, c'est quand je vais me tondre la pelouse, quand je suis en contact avec un chat, etc. Enfin, vous voyez, des choses tout à fait classiques. Souvent, le facteur déclenchant n'est pas identifié par le patient, et ce sont souvent ces patients qui ont des allergies permanentes toute l'année et qui n'arrivent pas à déterminer le ou les facteurs déclenchants. Ils ne savent pas, ils sont incapables de vous dire pourquoi et comment ils déclenchent leur crise d'allergie. Ensuite, on pose des questions évidemment sur l'environnement familial, professionnel, de loisirs. Donc là, on oriente l'interrogatoire avec des questions tout à fait banales. Est-ce que vous habitez dans une maison neuve, ancienne? Est-ce qu'elle est humide, pas humide? Est-ce que vous avez une VMC? Comment vous êtes chauffé? Est-ce que vous avez un animal domestique? Est-ce que vous avez un aspirateur? Enfin, combien de fois vous faites le ménage par semaine? Combien de fois vous lavez vos draps par mois? Enfin, des questions extrêmement basiques, mais qui pour nous ont une importance parce que justement, ça va nous orienter sur la manière de leur donner des conseils quant à la prise en charge de leur allergie par l'intermédiaire de mesures dans leur environnement, puisque le premier traitement de l'allergie, c'est le contrôle de l'environnement, l'éviction de l'allergène. Alors, elle n'est pas toujours possible, hein. Les pollens, c'est difficile d'éviter les pollens. En revanche, on peut faire des choses pour limiter les quantités d'acariens, limiter les quantités d'allergènes d'animaux, etc., dans les maisons. Donc, c'est très important pour nous. Alors, l'examen clinique, évidemment, il va dépendre de la pathologie. On examine la peau, on examine la sphère ORL, puisque les rhinites sont une des symptomatologies les plus fréquentes de l'allergie. Il y a en France 12 millions de personnes qui souffrent de rhinite allergique. On examine également les conjonctives, hein, qui sont donc les muqueuses de l'œil, qui sont souvent atteintes. On ausculte les patients, puisque les patients asthmatiques sont fréquents. Il y a 3 à 4 millions d'asthmatiques en France, dont avant l'âge de 50 ans, 80% est d'origine allergique. Éventuellement, on prend la tension artérielle et autres si il y a d'autres symptômes qui sont décrits par le patient. Alors, je vous ai mis quelques photos que je vais passer rapidement parce que je sais que pour les non-médecins, ça peut être un petit peu choquant. Ça, c'est une dermatite atopique du tout petit. Vous voyez, quand on a ça, c'est pas très drôle et qu'il faut essayer de trouver la cause. Ça, c'est un aspect alors très typique. Ça fait un peu moins peur, donc on peut rester un tout petit peu sur la photo. Alors, vous voyez l'aspect typique de cet enfant qui a ces petits plis là sous l'œil, qui a l'air fatigué, qui a des cernes, et on ne voit pas normalement sur le nez, ils ont aussi un tout petit pli qui est en fait la conséquence de ce geste, qui est de remonter le nez, parce qu'on a le nez qui démange, et donc ils ont un petit pli ici sur le nez, et ces petits plis sous les yeux, c'est caractéristique de l'allergie, ça s'appelle le signe de Denny Morgan. Voilà, donc quand on voit un enfant comme ça entrer dans notre cabinet, on sait déjà qu'il est allergique. Ça, c'est une allergie de contact, hein, vous voyez, qui n'est pas très impressionnante, mais c'est certainement une allergie au nickel. Donc ça fait partie également des allergies qu'on voit de plus en plus avec les produits cosmétiques, les produits d'entretien, etc., qui sont appliqués sur la peau. Là, c'est un bijou, en l'occurrence, mais ça peut être aussi des produits, des parfums, etc., des conservateurs. Ça, c'est une allergie à un tatouage au henné, donc dans lequel il n'y avait pas que du henné, mais un colorant qui marque la peau, et vous avez le dessin exactement du tatouage. Ça, c'est une urticaire, hein, qui est une autre forme d'allergie, bien que pas toujours allergique. Pareil, une urticaire. Vous voyez ici une conjonctivite très sévère, avec une conjonctive donc très très rouge. Ça, c'est un œdème. Vous avez tous entendu parler des œdèmes de Quincke, dit œdème de Quincke. Ça n'est pas toujours la bonne définition qui est associée aux symptômes, mais là, c'est un œdème de la lèvre assez important. Alors, les rhinites, vous voyez comment se passe ce qui se passe dans un nez allergique. Vous avez des allergènes qui rentrent et puis qui entraînent une inflammation.
c'est celle-là, qui entraîne une inflammation avec des sécrétions, le nez qui coule, qui éternue, ça coule dans la gorge, etc. Enfin, des choses tout à fait désagréables que peut-être certains d'entre vous connaissent d'ailleurs. Ça, c'est une crise d'asthme. Alors, une crise d'asthme, c'est pas facile à montrer en photo. Donc, du coup, vous avez ici une bronche normale, hein, et vous voyez sans avoir fait de physiologie respiratoire, on voit très bien que la bronche est très rétrécie au moment de la crise d'asthme et que donc, évidemment, l'air ne passe pas, d'où cette gêne respiratoire et ces sifflements qui sont entendus dans les crises d'asthme. Alors les examens complémentaires, on est bien évidemment notre diagnostic repose sur à la fois notre interrogatoire et nos examens complémentaires. Donc les tests cutanés s'effectuent à différents allergènes, hein. Soit on oriente les batteries de tests en fonction du patient et de son environnement, soit on fait des batteries de tests un petit peu systématiques. Donc on les pratique à tout âge, hein. Le fait de dire qu'on ne peut pas faire de tests cutanés avant l'âge de 5 ans ou de 6 ans ou de 7 ans, enfin des choses qui traînent encore un petit peu, même dans la presse, sont totalement faux. On peut faire des tests cutanés à tout âge. Alors on peut faire des prick tests, on peut faire des intradermoréactions. Ça, je ne vous en parlerai pas parce que c'est un peu particulier, c'est pour les médicaments essentiellement, et des patch tests pour tout ce qui est allergie sur la peau, allergie de contact. Alors les prick tests, c'est ça. Donc on dépose des petites gouttes d'allergènes. Ce sont des extraits de protéines allergènes d'acariens, de chats, de pollen divers et variés. Ensuite, on pique à travers la peau et on obtient ce genre de réaction. Vous avez un test au chat, un test au chien, un test au cheval, un test au pollen de graminées, au pollen de bouleau, au platane qui est tout petit. Et donc, on mesure la taille de la papule et la taille de l'érythème. Alors, j'ai pris cette photo parce qu'elle était libre de droit, mais en fait, là, les tests, à mon sens, je ne sais pas si mes collègues seront d'accord, mais ils sont un peu rapprochés et c'est pas très facile, c'est moins facile à lire que si on les espace un petit peu plus. Les tests de contact, donc pour tout ce qui est cosmétiques, métaux, parfums, colle, allergies professionnelles, on les pose de cette façon au niveau du dos. Les patients les gardent 48 heures. On les enlève au bout de 48 heures, on fait une première lecture, une deuxième lecture à 72 heures, et voilà ce que ça peut donner comme réaction. Vous voyez, ça c'est un test positif, ça c'est un test positif, ça aussi, ça aussi. Et donc en fonction de l'allergène, on leur donne des conseils pour éviter. Le seul traitement de ces allergies de contact étant l'éviction de l'allergène. Si vous êtes allergique à un métal, il ne faut plus mettre de bijoux avec ce métal. Si vous êtes allergique à un conservateur, il faut enlever ce conservateur de tous les produits que vous utilisez. Donc ça demande un petit peu de travail pour le patient qui est obligé de prendre une loupe, voire un microscope pour lire sur les étiquettes de ces différents produits la composition qui souvent est un peu absconce aussi parce que quand vous voyez, quand vous êtes allergique à la méthylisothiazolinone, c'est encore facile, mais il y a des noms qui sont un petit peu plus compliqués que ça et ça leur casse un petit peu la tête. Alors les explorations respiratoires, on les fait systématiquement dans l'asthme, bien entendu, pour avoir une idée de l'état de la fonction respiratoire des patients, et au moins une fois au moment du premier bilan dans les rhinites, sachant que la rhinite est la première maladie allergique, mais qu'elle évolue, si on la laisse évoluer sans la traiter, dans un certain nombre de cas, environ 40%, vers de l'asthme. Donc on a de temps en temps la surprise de voir des patients qui ne se plaignent absolument pas de gêne respiratoire et qui ont des explorations fonctionnelles respiratoires pathologiques alors qu'ils n'ont jamais fait de crise d'asthme de leur vie. Donc c'est important. Et ça permet également de suivre l'évolution de la pathologie, l'efficacité du traitement. Et on peut les pratiquer à partir de 5 ans parce que c'est très facile, c'est complètement non invasif et on a des machines qui sont assez rigolotes. On fait souffler sur des ballons, des étoiles, des trucs rigolos. Donc voilà, ça se présente un petit peu comme ça. Donc on est enfermé dans une boîte et ça ne dure pas longtemps, hein, ça dure quelques minutes. Et donc l'examinateur qui est à l'extérieur donne des consignes pour souffler et on obtient des résultats comme ça. Alors ça, c'est un résultat d'exploration fonctionnelle respiratoire normale. Alors ça vous dira, je pense, à peu près rien, mais je vais vous en montrer une qui est pathologique. Donc là, vous voyez, c'est quand même complètement évident. Vous voyez, le patient, il est en rouge et la normale est en bleu. Donc vous voyez que ce patient a des petits soucis respiratoires et de l'asthme en particulier.
Alors, on demande aussi d'autres examens complémentaires. On fait des dosages biologiques par des prises de sang. On dose les anticorps de l'allergie vis-à-vis d'allergènes spécifiques. Quand, par exemple, quelqu'un est allergique à peu près tous les pollens, le bouleau, le chêne, le frêne, le cyprès, les graminées, etc., se pose la question de savoir quel est l'allergène qui est vraiment impliqué ou les allergènes qui sont vraiment impliqués. Et donc, on a la possibilité de doser des allergènes recombinants qui sont des protéines constitutives des allergènes et qui nous permettent de faire la part des choses entre une allergie vraie et une sensibilisation qui ne nécessite pas de traitement. On peut demander des radiographies, des scanners, un avis à un confrère, ORL, etc., dermatologue, médecin du travail. Là, je vous ai mis une radio pulmonaire normale, une radio pulmonaire d'asthmatique. Donc, vous voyez, il y a une différence conséquente. Un scanner à peu près normal, un scanner des sinus à peu près normal, et un scanner des sinus où il y a des gros problèmes de sinusite, vraisemblablement même de polypose. Donc, vous voyez, on a des examens qui nous aident vraiment beaucoup dans notre diagnostic. Alors ensuite, évidemment, une fois que le diagnostic est fait, il faut qu'on traite nos patients, on est aussi là pour ça. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier traitement de l'allergie, c'est l'éviction des allergènes lorsqu'elle est possible, avec tous les conseils qu'on peut donner aux patients et tous les moyens qui sont maintenant à notre disposition, bien qu'ils soient encore limités, pour éviter les allergènes intérieurs en particulier. Les traitements médicamenteux qui vont calmer les symptômes, tout le monde dans la salle doit connaître les antihistaminiques pris à la pharmacie quand on éternue ou qu'on a les yeux qui grattent. Les traitements spécifiques, alors il y a aussi évidemment les traitements de l'asthme, tout le monde connaît la ventoline, etc. Les traitements spécifiques qui sont, pour nous en particulier, l'immunothérapie, qu'on appelait autrefois désensibilisation, qui est actuellement le seul traitement curatif de l'allergie. Donc tous les patients ne sont pas éligibles à l'immunothérapie parce qu'il y a un certain nombre de pathologies allergiques qui ne sont pas désensibilisables, si je peux utiliser ce néologisme. Mais il y a aussi des patients qui n'ont pas le profil adapté pour lequel on pense qu'une immunothérapie va être efficace, sachant que ça dure entre 3 et 5 ans. Donc c'est le seul traitement curatif, mais ça demande des efforts et ça demande un suivi vraiment très régulier. Alors, les questions des patients, donc tout ça pour arriver aux questions des patients. Alors, moi, ici, c'est ma pratique, et ma pratique n'est que la mienne, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on a tous une façon, même si le déroulé de la consultation est à peu près similaire pour tout le monde, on a tous une façon d'aborder nos patients, et on a tous des patientèles différentes. Donc, moi, je me suis rendu compte au fur et à mesure que, finalement, les questions, c'est pas le patient n'arrive pas avec une liste de questions. Voilà, je voudrais savoir ça n'existe pas. Ce serait le patient parfait qui déjà sait presque ce qu'il a et qui veut juste des réponses. Mais elles sont orientées en fait par le déroulé de la consultation et puis orientées par la pathologie du patient. C'est bien évident que la dame qui a son allergie aux boucles d'oreilles, elle va demander mais qu'est-ce que je peux mettre comme bijou ou fantaisie, alors que quelqu'un qui a de l'asthme, il va avec une allergie au poil de chat, va demander mais comment est-ce que je peux faire pour garder mon chat tout en n'ayant plus d'asthme. Donc c'est pas, voilà, les questions sont un petit peu sont très individuelles et le patient qui vient au cabinet, il est préoccupé par son problème, pas par le problème des autres. Et alors, quelques-uns ont quand même une vision un petit peu plus générale de la chose et posent des questions un petit peu plus générales. Il n'y en a pas beaucoup qui s'intéressent de façon comme ça plus, disons, moins personnelle aux allergies. Donc, pourquoi les allergies augmentent? Alors ça, c'est la question qu'on entend régulièrement. Est-ce que c'est à cause de la pollution? La pollution, c'est quelque chose qui a été tellement médiatisé que les pics de pollution entraînent une augmentation des hospitalisations, etc., etc. Donc les gens savent ce que c'est que la pollution et n'ont pas... Ils font pas tellement la différence entre l'allergie et l'irritation due à la pollution. Et on a souvent aussi la question, est-ce qu'on peut être allergique à la pollution? Donc voilà. Pourquoi devient-on allergique?
Voilà, pourquoi moi, tout d'un coup, je deviens allergique alors que jusqu'à aujourd'hui, je n'étais pas allergique. Est-ce que tout le monde est allergique à quelque chose? De toute façon, tout le monde est allergique à quelque chose. Parce qu'autour de moi, j'entends un tel. On a l'impression que c'est la maladie du siècle, que tout le monde est allergique, donc moi, je suis allergique comme les autres, quoi. Est-ce qu'on reste allergique toute sa vie? Est-ce que je vais guérir? Ça, c'est très important. Et est-ce que c'est transmissible? Voilà, ça, ce sont des questions générales qui sont posées par les patients. Alors après, il y a des questions, les questions sur l'environnement. Sur l'environnement, en fait, alors je pense que le docteur Fabien Schinazi n'a pas tout à fait le même retour des allergologues parisiens. Mais comme vous savez, Paris n'est pas la France. Et exerçant moi à La Rochelle, je pense que les Parisiens sont peut-être un petit peu plus au fait d'un certain nombre de choses, lisent peut-être plus la presse, se renseignent peut-être mieux sur les raisons de leur allergie. Mais en tout cas, en province, je vois rarement des patients qui me disent « Mais docteur, quel type d'aspirateur je peux acheter quel type de matelas, ça arrive, ça. Quel type de matelas je peux acheter? Mais je dois refaire mon intérieur, est-ce qu'il y a des peintures spécialisées ?» Ce ne sont pas des questions qui nous sont posées spontanément par le patient. En revanche, c'est nous qui les suscitons, ces questions. Mais on en a discuté avec Fabien, et lui a un autre retour de la part des médecins de la région parisienne, donc il va vous en parler dans une minute. Donc voilà, donc c'est vrai que ce questionnement des patients, enfin moi j'ai l'impression que c'est plutôt, moi dans ma consultation, enfin Jean-François, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, c'est ça, hein, oui, on habite en province tous les deux. Et donc voilà. Donc juste pour terminer, et avant de passer la parole à Fabien, que retenir? L'allergologue est le seul professionnel de santé qualifié pour prendre en charge les allergies modérées à sévères. Il est bien évident que sur 18 millions d'allergiques en France, les malheureux 1500, voire moins, allergologues français n'ont absolument pas la capacité à prendre en charge tous ces patients. Il y en a qui sont pris en charge par personne. Il y en a qui sont pris en charge par les pharmaciens avec des médicaments d'officine, d'autres par leur médecin généraliste, et ça suffit largement. Et l'allergologue est là pour prendre en charge les patients les plus sévères. Les consultations sont longues. L'interrogatoire est l'élément clé du diagnostic, donc il faut y passer du temps. Les tests et les examens complémentaires permettent de confirmer le diagnostic dans pratiquement 100% des cas, sauf cas très particuliers. L'environnement est bien entendu un élément déterminant. On est allergique que parce qu'on vit dans un environnement. Même si on a un terrain atopique, c'est-à-dire susceptible de développer des allergies, et qu'on vit dans un environnement totalement dénué d'allergènes, on ne développera pas d'allergie. Il faut un contact avec l'allergène pour que l'allergie se déclenche. Et enfin, la prise en charge d'un patient allergique est globale. Ça, c'est quelque chose de très important. L'allergologie est une médecine transversale. Donc, on s'occupe de la racine des cheveux à la pointe des pieds de nos patients, avec toutes les pathologies qu'ils peuvent présenter, qui sont souvent multiples, qui sont conjointes, qui peuvent être liées à des allergènes respiratoires, de contact, alimentaires, médicamenteux, etc. Et donc, on se doit absolument d'avoir une vision globale du patient. Et on a cette spécificité comme quelques autres spécialités médicales qui souvent s'occupent d'un organe. Les cardiologues s'occupent du cœur, les ophtalmos des yeux, etc. Et donc l'allergologie a cette spécificité qui en fait, à mon sens, sa richesse. Et voilà, on a dû se débarrasser du gosse, le chat était allergique. Je vous remercie. Merci beaucoup Isabelle. Effectivement, dans la préparation de cette matinée, j'avais souhaité qu'on parle de la consultation d'allergologie parce qu'il me semblait que c'était vraiment le point de départ. En fait, votre exposé suscite beaucoup de questions et en particulier la première d'entre elles. J'ai noté quand même le temps passé à arriver jusqu'à l'allergologue. Vous avez cité plusieurs années en fait où le patient allergique arrive voir un allergologue pour avoir son diagnostic d'allergie. Et ça fait quand même pas mal de temps avant d'arriver pour qu'on porte son diagnostic et qu'éventuellement on lui propose des traitements curatifs comme l'immunothérapie spécifique. Et je me disais, en fait, pendant cette période-là, ça a un retentissement très fort sur la qualité de vie
du patient. En fait, ce patient, on a l'impression qu'il est un peu nomade. Il éternue, il a une rhinite. Alors cette rhinite, elle peut être permanente, mais elle peut être aussi par période, par rapport aux périodes du pollen. Et donc, que fait cette personne qui commence à éternuer? On avait fait un petit document au Conseil de santé publique par rapport à la rhinite pollinique, où on donnait les symptômes aux patients et on leur conseillait en fait d'aller consulter leur médecin traitant ou le pharmacien pour avoir au moins un traitement symptomatique. Et donc, on a le sentiment que la personne, finalement, est un peu démunie, le patient est un peu démuni. Il va peut-être voir un pharmacien pour avoir quelques médicaments symptomatiques, il va voir son médecin traitant, son médecin généraliste, mais dans toute cette période-là, si j'ai bien compris, le diagnostic d'allergie n'est pas porté. Et donc à ce moment-là, il ne bénéficie pas à la fois peut-être de l'éviction aussi des allergènes tels que vous pouvez par l'interrogatoire ensuite lui conseiller. Et honnêtement, je pense qu'une personne qui a une rhinite allergique, sa qualité de vie, et vous parliez tout à l'heure des enfants par exemple, et vous nous avez montré notamment une photo d'un enfant avec les cernes sous les yeux. Je pense que c'est un enfant qui ne doit pas beaucoup dormir, qui à l'école ne doit pas forcément bien travailler, et donc il y a un impact important sur sa qualité de vie. Et je crois que c'était un des premiers points que je voulais que vous évoquiez, quand vous y arrivez finalement, ces patients dans votre cabinet, dans votre consultation, après plusieurs années, ces personnes souffrent, et en fin de compte, ils ont, après avoir attendu, si j'ai bien compris, quelques mois avant d'obtenir le rendez-vous de consultation, ils arrivent devant le médecin allergologue, ils doivent être vraiment fatigués de cette allergie respiratoire ou cutanée qui est aussi très gênante avec ces problèmes cutanés que vous nous avez montrés. Et donc, ils ont besoin finalement d'une aide auprès de leur médecin allergologue. Et malheureusement, vous n'êtes pas nombreux. Non, on n'est pas nombreux. C'est vrai que ce délai est un délai moyen, mais comme je vous le disais, on voit surtout des pathologies, alors en particulier les pathologies respiratoires. Pathologie cutanée, c'est visible, donc les gens consultent plus facilement, vont plutôt directement voir un dermatologue, mais qui a des délais de consultation qui sont aussi longs que les nôtres. En revanche, au niveau respiratoire, c'est vrai qu'on voit arriver la majorité du temps des allergies qui sont déjà très évoluées, avec des enfants en particulier, qui sont épuisés. Ils ne travaillent pas à l'école, ils ne dorment pas, ils sont énervés, ça entraîne un impact sur la qualité de vie énorme. Chez les adultes aussi, ça génère, je crois, 12 millions de journées d'arrêt de travail par an, je crois, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne. Une fatigue, un manque de concentration, un manque de performance, que ce soit scolaire ou au travail. Et en fait, on n'a pas cette notion. L'allergie reste encore quelque chose de considéré comme bénin, qui fait presque sourire. Il éternue 50 fois de suite, qu'est-ce que c'est drôle, il supporte pas mon chat, il a les yeux tout rouges. Alors ça évolue, mais lentement. Y compris d'ailleurs au niveau des tutelles de nos tutelles, qui sont pas du tout conscients de l'impact que peuvent avoir les allergies. Alors c'est vrai que les allergies, on n'en meurt presque pas, heureusement. Donc du coup, c'est une maladie qui fait pas peur, mais dont on prend pas vraiment compte de l'impact. Alors, quand c'est un adulte, il se rend compte qu'il est fatigué, etc. Mais un enfant, il va pas se plaindre, il faut être à son écoute, il faut regarder, il est tout blanc, il grandit pas, il grossit pas, il est pas bien, la maîtresse est pas contente, et c'est comme ça qu'ils devraient être pris en charge beaucoup plus tôt, parce qu'on les voit à un stade déjà bien avancé de la maladie. Ouais. Alors, j'avais encore une autre question. En fait, vous nous avez montré comment vous portez le diagnostic. Le diagnostic est porté par l'interrogatoire. Vous avez dit policier, parce qu'on recherche vraiment le contact avec l'allergène et les circonstances de contact avec l'allergène. Et puis, il y a ces tests cutanés dont vous avez parlé, des prick tests. Alors, vous avez montré une très belle image de différents types d'allergènes, mais à ma connaissance, on ne peut pas tout diagnostiquer. Par exemple, vous avez évoqué les allergènes d'animaux domestiques, comme le chat, qui est le plus fréquent, ou les acariens, mais il y a aussi les problèmes des moisissures. Et en particulier, donc, vous avez évoqué le problème d'humidité dans les logements,
Et on a fait un colloque, là, il n'y a pas longtemps, au ministère de la Santé, le 16 octobre dernier, sur le problème des moisissures. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait peu de tests cutanés pour diagnostiquer une allergie aux moisissures. Oui, c'est tout à fait vrai. On avait il y a quelques années des batteries de tests en fait, les extraits allergéniques sont fournis par deux industries françaises, deux industries d'allergènes, et elles sont, comme c'est de l'industrie pharmaceutique, elles sont soumises évidemment aux autorités de santé, précédemment l'AFSAP, et actuellement la NSM, qui elles sont là pour la sécurité des produits de santé. Et entre la NSM et nous, je ne veux pas dire que le torchon brûle, mais un petit peu quand même, parce qu'en fait, ils veulent des extraits allergéniques totalement dénués d'effets secondaires possible sur les patients. Donc vous avez vu, on pose une goutte de test et on fait un petit prick test, c'est-à-dire que ça rentre dans la superficie de la peau, c'est-à-dire qu'a priori, en dehors de provoquer une réaction allergique, comme vous avez vu sur les patients allergiques, ça ne risque pas grand-chose. Mais ça, c'est pas du tout le positionnement des autorités de santé qui veulent des études qui soient menées sur un grand nombre de patients, avec des recherches de safety, hein, sur toutes les choses que ça pourrait amener. Pour vous donner un exemple, on ne peut plus tester d'extrait de lait de vache depuis des années, depuis qu'il y a eu la maladie de la vache folle. Alors on continue à boire du lait, mais les industriels ne peuvent plus fabriquer d'extrait de lait de vache, donc on prend juste du lait et puis on fait la même chose avec du lait. Mais les moisissures, effectivement, on fait partie d'un premier, comment on peut dire, nettoyage par le vide de nos catalogues d'extraits allergéniques, et nous n'avons plus à l'heure actuelle que 3 moisissures à disposition, ce qui est extrêmement peu. La plus commune étant l'alternaria, qui est une moisissure extérieure qui pousse sur les champs de blé, de colza, etc. Mais dans les moisissures intérieures, on n'a plus rien. Et donc, c'est impossible de faire le diagnostic. On a quelques dosages d'anticorps, d'IgE spécifiques, mais on est limité de toute façon à 5 dosages au niveau du remboursement par l'assurance maladie. Et encore faut-il connaître les moisissures qui sont présentes au domicile des patients. Donc ça nécessite d'aller faire des prélèvements de moisissures. Alors ça se fait, hein, les conseillers médicaux en environnement intérieur sont là pour ça, mais on ne peut pas leur demander d'aller dans tous les domiciles un peu humides pour voir s'il y a des moisissures à l'intérieur. Donc ça pose vraiment un problème, et on a certainement un déficit de diagnostic par rapport à ça, sachant que, alors c'est Fabien va nous le dire, X% des logements français ne sont pas indemnes de moisissures. 16% des logements français. En des moisissures. Voilà, en des moisissures. Donc c'est énorme. Et alors, vous avez dit enfin que la place de l'environnement était fondamentale. Et j'ai vu les questions que posaient les patients. Alors, effectivement, un patient, il va commencer à poser des questions personnelles sur son allergie. En fait, quand vous lui annoncez un diagnostic d'allergie, bon, il a traîné un petit peu depuis quelque temps, puis il apprend qu'il est allergique, mais vous allez lui proposer des solutions, et en particulier donc des solutions d'éviction des allergènes et d'améliorer la qualité de l'air finalement de son environnement intérieur. Et donc la place de l'environnement intérieur est très, très importante. Et donc, vous dites finalement, alors il suffit de lire beaucoup de revues, de magazines. Je crois même vous-même, vous avez répondu à des interviews dans des revues. Moi aussi, mais pour expliquer où on trouvait les allergènes, les polluants de l'air intérieur, etc., et les solutions que l'on pouvait proposer. Et en fait, moi, si j'étais un patient allergique, un peu averti, informé, parce que j'ai lu telle ou telle chose, et c'est pour ça que dans la suite de la matinée, j'ai voulu qu'on pose ce type de questions. On nous parle beaucoup de qualité d'air intérieur, et donc vous m'avez dit que finalement il y a peu de questions, ou pas du tout, sur est-ce que je dois mesurer la qualité de l'air chez moi. On vous donnait des conseils, par exemple, sur l'ouverture des fenêtres, l'aération, la réduction des sources de pollution et autres, et d'éviction des allergènes. Mais des questions, par exemple, sur des purificateurs d'air, ce n'est pas des choses que vous demandent spontanément vos patients. On avait évoqué 2 autres sujets, par exemple les produits d'entretien.
est-ce que les patients vous posent des questions sur les produits d'entretien? Voilà, est-ce que je dois utiliser tel type de liquide vaisselle, par exemple, ou le produit nettoyage du sol? Est-ce que c'est des questions qu'on vous pose sur les produits? Alors, spontanément, non, mais j'ai peut-être j'ai ma façon à moi de consulter, et ça vient peut-être de moi. Hein. C'est moi qui pose des questions. D'accord. C'est moi en fait, j'aurais dû être commissaire Maigret ou je ne sais quoi. Vous leur posez des questions sur leurs produits d'entretien? Je leur pose des questions, oui, sur tout. Sur leurs produits, d'accord. Je sais tout, absolument tout, y compris tous les produits d'entretien, les produits de toilette, les crèmes, les parfums, tout ce qu'on veut. Oui, non, je suis très inquisitrice dans mes questions parce que je veux des réponses. Je n'ai pas trop de temps comme tout le monde et je veux aller droit au but, c'est-à-dire que j'ai besoin de savoir telle chose, je sais ce que j'ai besoin de savoir et donc c'est moi peut-être que je précède les questions. C'est tout à fait possible, mais ils répondent tout à fait et il y en a d'ailleurs de plus en plus qui me disent ah ben moi c'est terminé, du savon noir, du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc. Voilà. Mais il y en a d'autres où ils ont, je sais pas, 25 produits, quoi. 25 produits pour faire la même chose, quoi, ou à peu près. Donc voilà. En fait, vous avez dit que c'était un interrogatoire policier. Et je me suis posé la question ce matin, si vous preniez une lampe et vous leur mettiez sur le visage pour les faire parler, ou si vous leur tapez dessus, comme dans les vieux films policiers. Non, je plaisante, mais non, mais parce que vous avez parlé d'interrogatoire policier, ça veut dire que c'est quelque chose qui va vraiment au fond des choses. Oui, et puis ça a quand même aussi cette espèce d'aspect... le docteur est derrière le bureau comme le commissaire et le patient est en face de nous comme le suspect et en fait on le bombarde de questions si j'ose dire parce que les policiers pour d'autres raisons mais nous parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'on a besoin d'avoir des renseignements pour être utile. Donc c'est vrai que ça a un côté un peu ça peut être un peu traumatisant, j'avoue. Et ils arrivent à répondre à toutes les questions? Pas toujours, non. Pas toujours. Parce que c'est pas évident quand vous avez une série de questions, de réfléchir et de vous dire non, pas toujours. Elle m'a posé telle question, qu'est-ce que je vais pouvoir lui répondre? Pas toujours. Et puis surtout, on les abreuve aussi de conseils d'éviction, alors en leur donnant des plaquettes, etc. Mais en essayant de leur expliquer. Tout ça quand même dans un temps qui nous est imparti, qui n'est pas si long. Et en fait, ils oublient la moitié de ce qu'on leur dit. Hein. Non, mais ça, c'est clair et net. Hein. Donc il faut refaire, redire et redire. Et vous les revoyez. Au fur et à mesure.